Réseau A France organise aujourd'hui ce webinaire sur les évolutions du label A, les évolutions liées au cahier des charges. Depuis le début de l'année, on a organisé plusieurs webinaires autour de l'arbre et de l'agroforesterie. Il y a eu celui sur la viticulture et l'agroforesterie le 19 février. Il y en a eu un autre donc sur les MFR et les plantations d'arbres hors forêt, le 14 mars. Début avril, le 1er avril, nous avons réalisé un webinaire de présentation du bonus A dans la PAC et comment il est lié également à ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire au label A. Le prochain webinaire, ce sera le 27 mai sur les évolutions pour les haies dans le cadre de la loi d'orientation agricole. Donc, à savoir que tous ces webinaires sont actuellement disponibles en replay, en rediffusion sur notre chaîne YouTube et également sur notre site internet. Nous mettons également à disposition les présentations PowerPoint associées. Et il est pour, par exemple, le dernier webinaire sur le bonus A, nous avons également toute une page qui décrit l'ensemble des détails et des éléments qu'il est important de retenir. Donc, n'hésitez pas à aller rechercher les informations sur notre chaîne YouTube ou sur notre site Internet sur tous ces sujets. Et donc, aujourd'hui, je vous le précise également, la présentation que nous ferons et le webinaire qui est actuellement enregistré seront rediffusés sur notre site Internet et sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc bienvenue, aujourd'hui nous sommes là pour vous présenter les évolutions du cahier des charges Label A. Donc c'est la version 1 du cahier des charges, on va parler de version 1, de V1 du cahier des charges. Jusqu'alors c'était la version 0 qui s'appliquait. Donc nous vous présenterons aujourd'hui les principes généraux et les évolutions. Je vous précise tout de suite que nous ne pourrons pas, nous ne rentrerons pas dans le détail des indicateurs. Nous verrons plutôt la logique globale et comment bien appréhender ces nouvelles évolutions sans rentrer dans les détails. Ces détails-là, vous pourrez les voir lors d'une formation qui dure plus longtemps, qui dure une journée pour devenir, par exemple, auditeur label A. Alors aujourd'hui, nous serons quatre à assurer cette présentation. Après moi, donc c'est Philippe Hiroux, président de Réseau et France, qui introduira le webinaire. Catherine Moret prendra la suite pour nous présenter le contexte et la stratégie autour de ces évolutions. Elle nous parlera également de l'architecture globale du cahier des charges. Ensuite, donc Paul Pointreau va nous détailler certains indicateurs, certaines évolutions concernant des types d'indicateurs, de même que je le ferai. Et puis, Paul conclura ce webinaire et vous présentera des éléments de calendrier et de formation. Alors, voilà comment va se dérouler le webinaire. Donc, l'objectif, c'est de voir, que vous ayez une compréhension globale de ces évolutions. On va d'abord avoir donc un temps d'introduction, un temps de présentation du contexte et de stratégie, ainsi que l'architecture globale du cahier des charges, pour que vous saisissiez bien dans comment on se situe, comment ces évolutions s'inscrivent dans un cadre global. Nous vous présenterons ensuite l'objet des principales évolutions qu'on a organisées à travers quatre objectifs, dont on se partagera la présentation avec Paul. Donc, donner la place à la haie, maîtriser la coupe et le prélèvement, puis assurer le développement de la jeune haie, et enfin engager le linéaire. Le temps de conclusion sera consacré à la présentation de savoir comment se former et puis aussi du calendrier d'entrée en vigueur de cette V1 du cahier des charges. Voilà, je passe du coup la parole à Philippe Hiroux, donc président de Réseau et France. Oui, merci Maxence. Bienvenue à tous et toutes. Je vous remercie d'être avec nous ce matin et d'être aussi nombreux. Là, je vois que nous sommes à 250 pratiquement. Ça montre tout l'intérêt que les uns les autres portent à ce label
que donc Réseau et France, auparavant donc la fac agroforesterie, porte depuis déjà plusieurs années, avec le soutien, je le rappelle et je les remercie donc depuis le départ des deux ministères, de l'écologie et de l'agriculture, de l'ADEME et de l'OFB. Euh, Et pour nous, c'est vraiment, enfin, on est vraiment très fiers de vous présenter aujourd'hui cette évolution du label parce que c'est une étape importante. Comme l'a dit Maxence, on parle de V1, c'est-à-dire que jusqu'ici, on va dire, cette V0, c'était un peu la phase encore de test. Alors, ça ne veut pas dire que c'est parfait et il y aura encore des évolutions à venir, mais en tout cas, cette V1, c'est quelque chose qui correspond à une attente du terrain, de vous tous. Et en particulier, donc, on va le voir, hein, des évolutions qui permettent de prendre en compte des spécificités régionales. Il s'agit bien d'un label national, mais qui aujourd'hui va pouvoir prendre en compte des attentes qui n'étaient pas prises en compte jusqu'ici. Alors c'est un très long travail hein, qui a été, et là aussi, je pense qu'il faut les remercier, et leur travail n'est pas fini, fait par les membres du groupe de travail des référents régionaux. Ils sont 18 référents régionaux. Donc très très long travail dans le détail de tous ces indicateurs euh, pour répondre donc à ces attentes que j'évoquais. Et puis eh ben, ils sont encore attendus, donc ils vont continuer à travailler pour vous aider à rentrer dans cette nouvelle version, hein. Donc n'hésitez pas ensuite à contacter dans votre région les référents régionaux. Ils sont vraiment là pour ça. Donc ce label, c'est un de nos outils principaux pour faire évoluer l'entretien, j'utilise souvent ce terme, l'entretien, vers la gestion durable. C'est quelque chose de très très différent. Et c'est donc un outil également donc de certification. C'est vraiment un mot important. Donc avec un contrôle tierce partie aujourd'hui donc par Certis, qui permet donc d'apporter des garanties à des partenaires financiers. Alors c'est le cas pour l'obtention du bonus A dans le cas de la PAC, mais c'est aussi le cas dans un certain nombre de PSE existants ou à venir. Puis de façon générale, ça définit une sorte de référentiel, enfin, une référence de ce que c'est que cette gestion durable que l'on oppose d'une part au pillage. Donc là, vraiment, il faut dénoncer ces pillages que l'on voit de plus en plus dans toutes les régions de France venir par des gens qui achètent à très bas prix d'ailleurs pour les agriculteurs et ça leur apporte quasiment rien du bois et puis qui laisse en état des chantiers, on pourrait dire ni fait ni à faire, avec les outils que vous savez aujourd'hui, sans reprise derrière. Voilà. Donc, et puis c'est également un moyen aussi de contrer le mauvais entretien, cet entretien dégradant. Moi, je trouve qu'on ne devrait même pas parler d'entretien. C'est de la dégradation liée donc à l'usage abusif et à mauvais escient de ces outils que sont les épareuses ou même les lamiers. Voilà. Bon, je ne vais pas être beaucoup plus long, voilà, je vais m'arrêter là et je vous souhaite un très bon webinaire avec donc les collègues qui vont faire la présentation maintenant. Merci. Catherine, on te laisse la parole, Catherine. Je t'invite à ouvrir ton micro et reprendre la. Merci, bonjour. Donc, comme vient de le dire notre présidente, donc, le label qui est porté aujourd'hui par Réseau et France, c'est un dispositif de certification. Donc, il a été dès le départ soutenu et reconnu par les pouvoirs publics, puisqu'on peut voir ici les financeurs actuels du label, donc avec les deux ministères, le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire, celui de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, mais également par les agences de l'État qui sont l'ADEME pour toutes les problématiques de bois énergie ou l'OFB par rapport aux services que peut porter donc le bon état des haies. Il est aussi reconnu et soutenu par des financeurs privés, voilà, qui nous accompagnent comme le Fonds pour l'arbre depuis l'origine de la construction de ce label. Donc, comme l'a rappelé tout à l'heure Philippe, ce label, il a un historique puisqu'il a été
initialement co-construit avec les territoires situés plutôt à l'ouest de la France, donc avec les régions de la Normandie, des Pays de la Loire et de la Bretagne, qui ont été partie prenante de cette réflexion avec les structures qu'ils ont soutenues. En fait, de la place de la haie que représente donc cet élément, cet IAE, dans donc les paysages. Et donc, forcément, ce cahier des charges, initialement construit avec ces acteurs, était plus adapté à ces contextes. Et c'est pourquoi donc on se retrouve aujourd'hui devant vous après donc 3 années de travail pour vous présenter une V1 qui est partie de cette V0 co-construite initialement donc sur les problématiques plus liées à la gestion sylvicole vers d'autres problématiques. Donc, je rappelle, donc le labellé, c'est un système de garantie qui a deux cahiers des charges, donc un cahier des charges gestion et un cahier des charges distribution. Donc, on vous présentera aujourd'hui les évolutions du cahier des charges de gestion, pas celui du cahier des charges distribution, même si des réflexions sont en cours. Et on vous présentera pas non plus la partie qui est le cœur aussi d'un dispositif de type certification, qu'il ne faut pas oublier, en dehors des cahiers des charges, qui sont les dispositions générales, sur lesquelles donc on est en train encore de travailler et qui accompagnera cette évolution du cahier des charges gestion. Donc on va en prendre part par la suite. Donc tout, bien sûr, ben là on va présenter les indicateurs, l'évolution des indicateurs, l'évolution de l'architecture du cahier des charges, mais pour sa mise en œuvre dans le détail, ce sera les dispositions générales qui s'en chargeront. Alors, pourquoi la nécessité de faire évoluer ce cahier des charges? Ben, je le répète, parce qu'il était nécessaire d'adapter ce cahier des charges à tous les types de territoires français, puisque initialement porté par l'Ouest, à partir du moment où on a commencé à le déployer dans toute la France, et c'est le cas aujourd'hui, eh bien, on a très vite vu des limites pour certaines situations géographiques de croissance des haies ou de valorisation associée. Mais l'objectif du groupe de travail, ça a toujours été tout du long de réfléchir à ces évolutions tout en gardant le niveau d'exigence qui est porté par le label et qui est porté par l'objet même de l'association Réseau et donc d'intérêt général pour la haie. Ça veut dire, ces évolutions, et on va le voir, que on ne va pas imaginer un cahier des charges seulement porté par des pratiques sylvicoles. On va voir que on a ouvert le cahier des charges à d'autres formes de renouvellement pour pouvoir bien être adapté à tous les types de territoires. Et puis, ben, un des gros enjeux, on va le voir aussi, et qui a été plus travaillé dans ce nouveau cahier des charges, c'est toute la question de l'emprise que doit avoir la haie. Donc, on va à la fois avoir un cahier des charges qui va s'appuyer sur des changements de pratiques d'entretien d'emprise, mais aussi sur des questions de renouvellement, de coupe et de traitement sylvicole. Et comment accompagner simultanément ben, ces évolutions. On va aussi avoir des spécificités plus importantes sur les jeunes haies, puisque de nombreux territoires ont pratiquement qu'un néo-bocage ou que des néo-haies, et que c'était important de pouvoir avoir des indicateurs bien identifiés, même s'ils étaient déjà portés par la V0, sur les jeunes haies. Voilà. Et le dernier point qui a été travaillé aussi, c'est la nécessité de clarifier la rédaction, parce que dans son application, on a vu que par les réponses qu'on devait apporter, que certains indicateurs n'étaient pas toujours très facilement compréhensibles et devaient être clarifiés. Donc, comme on l'a dit, hein, donc on ne présentera pas le détail du cahier des charges, ça sera trop long et fastidieux. Donc, il y aura des formations et des accompagnements qui seront prévus pour cela tout le temps du printemps et de l'été. On le reverra à la fin, on verra dans le calendrier à la fin du webinaire que cette V1 sera mise en fonctionnement, on va dire, à partir de la fin du mois d'août. Elle sera opérationnelle à cette période avec tout un cadre associé pour passer de la V0 à la V1. Donc la présentation, l'objectif, et je vais m'y attacher dans ma première partie, c'est de bien comprendre comment il faut le lire,
comment il est construit, quel objectif on a cherché à viser et comment on peut interpréter l'ensemble en regardant bien la complémentarité des niveaux qui ont été maintenus et souhaités. Donc, ben, on repart des problématiques initiales. Pourquoi avoir un label E? Ben, parce que l'enjeu global, c'est d'essayer d'enrayer la disparition des haies, qui malheureusement se poursuit, on pourrait dire inexorablement, depuis la fin de la guerre. Et depuis longtemps, Réseau E porte l'idée que c'est en redonnant un intérêt et une valeur à ce capital, à ce patrimoine, qu'on pourra au mieux le sauvegarder. Donc, parce que les haies disparaissent en quantité, mais aussi elles disparaissent aussi en qualité, et que si on veut les maintenir sur un temps long, eh bien, il faut leur redonner une valeur pour retrouver un bon état. D'où, comme l'a expliqué Philippe en entrée, qui dit valeur dit enjeu économique, et qui dit ben, comment on peut vérifier la véracité de l'action. D'où l'intérêt d'un label avec une certification par un tiers. Donc, il y a deux axes d'action qui peuvent être envisagés pour enrayer la disparition des haies. Merci de passer la diapo. Voilà. Donc, parce que d'un côté, ben, on aboutit à des paysages dysfonctionnels en termes quantitatifs, et on l'a dit, à des haies dégradées, ben, problématique qualitatif. Donc, premier axe d'action, ben, ça va être comment retrouver un paysage fonctionnel, donc par des actions de reconstitution et de préservation de l'existant. Donc là, c'est plutôt une problématique quantitative. Donc, dès le départ, on avait essayé de l'intégrer dans le cahier des charges du label E. Et là, on a fait le choix de ne plus la prendre en compte dans le label. Même si on peut le voir dans les dispositifs, on peut faire du lien entre le label E et ces problématiques et ces actions qui agissent sur la question quantitative. Parce qu'en fait, il y a de nombreux cadres qui tentent de répondre à cette problématique quantitative. Donc, il y a la réglementation, on l'a vu fortement avec l'évolution de la loi d'orientation agricole. Donc, il y a le pacte en faveur de la haie, avec un gros programme autour de la reconstitution et aussi de la gestion de l'existant. Il y a des aides au maintien, dans le cadre de la PAC, des PSE, des crédits carbone. Euh, voilà, donc c'est une vraie problématique qui est prise en charge par les pouvoirs publics. Cependant, ben, suivant les programmes, les objectifs de densité atteinte sont très variables. Et donc, du coup, il nous a été semblé plus judicieux de ne plus avoir d'indicateurs sur ce volet dans notre cahier des charges et de concentrer notre objectif et notre énergie sur la question de l'État pour que ensuite les programmes puissent associer la question du cahier des charges du label E à la problématique quantitative en fonction des objectifs du territoire dans lequel on peut se trouver. C'est pour ça que la balai, c'est sa cible principale, c'est travailler sur la question de retrouver un bon état des haies, donc problématique qualitative, qui doit revenir sur 70 ans d'oubli des haies par les gestionnaires. Donc, c'est-à-dire que c'est un travail qui est ambitieux et qui, dès le départ, lors de la création du label, a été envisagé avec une demande d'accompagnement d'un temps long, donc un cahier des charges qui est vu avec des niveaux et une évolution sur 10 ans pour garantir au bout le bon état par des pratiques durables adaptées. Alors, sur quoi du coup va s'appuyer le cahier des charges? Eh ben, on repart des causes de ces problèmes de dégradation. Donc, on en a quatre principales. Une qui est le vieillissement. On a hérité d'un patrimoine qui est déjà relativement ancien, qui n'est plus correctement renouvelé et qui, du coup, dépérit par manque de gestion adaptée. Et ce vieillissement, malheureusement, va en s'accélérant avec les positions de changement climatique qui fait que ben, on a un problème d'adaptation des haies à ces conditions climatiques plus difficiles. Ben, une autre problématique forte et majeure, on va dire,
c'est que comme les haies sont considérées comme des contraintes dans les parcelles, eh bien, on a développé par les outils qui se sont inventés au fur et à mesure, on a développé l'entretien mécanique qui réduit la haie à un gabarit au plus éloigné de la parcelle pour qu'elle prenne le moins de place possible et qui du coup va dégrader les fonctionnalités et leur durabilité. Et du coup même accélère leur dépérissement. Donc, un autre problème, et Philippe l'a dit en entrée, c'est le problème de la surexploitation qui s'en va en s'intensifiant, avec des chantiers de pillage qu'on peut observer tous dans de nombreuses régions et plus uniquement par ceux qui ont donné l'alerte initiale dans les régions de l'Ouest. On le voit dans toutes les régions, puisqu'on va avoir un gros besoin de biomasse dans les années à venir, et que du coup, par des opérateurs peu regardants et des gens qui valorisent ce bois, eh bien, on est en train de surexploiter ce capital en prélevant plus que son accroissement annuel. Et enfin, un des objectifs majeurs, on l'a dit tout à l'heure, c'est de reconstituer, c'est de replanter, c'est de retrouver par des plantations des jeunes. Le problème, c'est que on plante, mais on n'accompagne pas toujours ces nouvelles plantations avec des gens qui sont des fois démunis pour savoir comment les prendre en charge, hein, et comment leur permettre leur développement pour qu'ils puissent assurer leur service quand ils atteindront leur âge adulte. Malheureusement, et on le voit sur la photo qui est là, c'est une jeune haie, alors je ne sais pas si vous le distinguez bien, mais qui a déjà été coupée au lamier par le milieu, et donc où déjà on a impacté son développement avant même qu'elle ait atteint 10 ans. Donc, le cahier des charges du label, il va être structuré à partir de ces grandes problématiques, ces grands enjeux. Donc, les grands principes, donc, je vais vous les expliciter. Donc, le premier, c'est de résoudre ce problème, la première cause, qui est le problème de l'entretien euh, mécanique. Donc, qui donc impacte et détruit les haies. Donc, un des premiers grands principes de la gestion durable qu'on va trouver dans les indicateurs, c'est donner de la largeur à la haie, redonner de la largeur à la haie. Donc, ça passe par donc pas l'arrêt ou du moins la limitation des entretiens d'emprise donc, pour redonner de la largeur au sol, pour redonner de volume à la haie, pour repermettre donc à ces haies de remplir un gabarit qui leur donnera donc enfin, la pleine action de leur fonction. Donc ça va être une grande partie du cahier des charges et on a travaillé fortement à écrire des éléments qui va cibler ces problèmes de pratique pour permettre une adaptation au cours du temps dans le cadre du cahier des charges sur les différents niveaux. Donc, on aura aussi un autre grand type d'enjeu, et donc on va le voir qui va guider donc, la nouvelle architecture du cahier des charges, c'est comment renouveler ces haies. Donc, on a parlé d'un problème de vieillissement majeur, donc un capital qui a entre 100 et 200 ans pour une grande partie des haies et qui pose un problème de rajeunissement. Donc, il y a plusieurs manières, on a posé les conditions de ce renouvellement. Et donc, on a plusieurs manières de le rajeunir, on va dire. Donc, la première, et qui était principalement visée par le cahier des charges initial, c'est de rajeunir par du prélèvement d'individus existants pour permettre à de nouveaux individus de prendre leur place. D'autant plus que la haie, c'est un élément linéaire, étroit, et que si on lui donne une place acceptable par rapport au reste de l'occupation de la parcelle, eh bien, une des solutions pour renouveler, c'est de revenir sur le renouvellement à partir des individus existants. Donc, gestion, prélèvement et coupe sylvicole. Une autre manière de faire, c'est de travailler à partir de la régénération naturelle, qui va permettre, qu'on va essayer de favoriser à s'installer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'accepter le vieillissement, d'accepter la mortalité, laisser s'installer la mortalité, et pour permettre le renouvellement par la régénération naturelle.
Une autre manière de faire, qui est principalement visée par un grand nombre de politiques publiques, c'est de planter des nouveaux linéaires. Mais de la même manière, eh bien, pour qu'elles puissent remplir leur fonction demain, il faut qu'elles puissent se développer. Donc, on voit que toutes ces manières de renouveler la haie ben, contiennent des conditions à assurer pour garantir leur réussite. Et c'est ça qu'on va à traduire dans le cahier des charges. Donc, pour répondre à ces différentes méthodes de renouvellement, on a travaillé sur deux voies dans le cahier des charges pour être adapté donc aux différentes situations géographiques de croissance et de valorisation. On va trouver une voie de gestion sylvicole et une voie de libre évolution. Donc, vous allez voir à un moment dans notre cahier des charges, les indicateurs vont se séparer dans ces deux voies. Ces deux voies vont apparaître qu'à partir du niveau 3. Et donc, la gestion sylvicole, c'est le renouvellement par des techniques de prélèvement pour permettre à de nouveaux individus de prendre leur place. Et la libre évolution, bah, c'est accepter le vieillissement et permettre le renouvellement par la régénération. Et enfin, donc la troisième action à mettre en place pour le renouvellement, c'est l'accompagnement des jeunes aînés. Et donc, on va avoir spécifié des indicateurs autour de cette particularité des jeunes aînés et de leur accompagnement sur ce temps de l'atteinte de l'âge adulte. Donc ça, c'est vraiment des nouveautés dans le cahier des charges qu'on va vous expliquer. Et donc, le troisième enjeu important qui était à l'origine de ce cahier des charges qui reste prioritaire pour Réseaué, et qui est lié à la valorisation du bois. Donc, c'est le problème du prélèvement. Mais c'est passé à la diapo suivante, Maxence. Donc, effectivement, c'est de faire en sorte de ne pas prélever plus que l'accroissement annuel et de pouvoir respecter les cycles possibles suivant les conditions pédoclimatiques dans lesquelles se situe le gestionnaire. Donc, ces questions de maîtriser le prélèvement, ça va se voir à l'échelle de l'ensemble de l'exploitation, mais également à l'échelle de certains types de haies qui sont plus fragiles en termes de possibilités de renouvellement, en particulier les arbres de Auger matures. Donc, on va vous présenter ces nouveaux, soit des précisions sur certains indicateurs existants, soit un nouveau indicateur qui prend le relais d'indicateurs qui avant étaient construits sur les plans de gestion, mais on a souhaité pouvoir inscrire dès le niveau 1 de manière forte, quelle que soit la situation d'accroissement de la région. Donc, du coup, nous allons vous présenter le cahier des charges avec ces trois niveaux qui restent présents, avec une répartition qui peuvent changer par rapport à la V0. Suite à l'expérience de déploiement qu'on a eue depuis 4 ans, ben, on a vu des difficultés rencontrées sur les territoires. Donc, on a pu faire évoluer certains indicateurs par niveau. Donc, le niveau d'exigence global du cahier des charges reste le même. On va dire même qu'il est même un peu plus ambitieux globalement. Par contre, la répartition va être différente et on aboutit du coup à un niveau 1 qui va être plus exigeant, un niveau 1, 2 qui va être moins exigeant, mais un niveau 3 qui va être plus exigeant. Donc, et avec une architecture nouvelle, avec le niveau 3, comme je l'ai expliqué, pour répondre à la problématique de renouvellement. Donc, on va avoir deux voies qui sera choisie dès l'entrée dans le label par le gestionnaire pour qu'il puisse tout doucement prendre en compte les pratiques qui sont nécessaires pour aller dans la voie qu'il a choisie. Bon, il pourra revenir sur sa voie à la fin du niveau 2 et au cours du niveau 3, bien sûr, mais donc, plus il va avancer dans le label, plus l'évolution dans sa voie va être difficile. Vous allez comprendre pourquoi par les indicateurs. Mais on a bien structuré un cahier des charges avec un tronc commun sur les pratiques sylvicoles, parce que même si on fait de la libre évolution, on pourra continuer à avoir des pratiques sylvicoles moindres. Mais donc, du coup,
qui, donc, avec ce tronc commun, se divise en deux avec ces deux voies. Donc, nous allons vous présenter les principes du cahier des charges avec ces trois grands axes. Donner de la place à la haie. Donc, ça répond donc à tout ce problème de maîtrise des entretiens d'emprise et aussi du renouvellement. Maîtriser la coupe et le prélèvement, donc sylvicole derrière, assurer le développement de la jeune haie. Et donc, un des enjeux majeurs, ben, c'est qu'on continue à engager sur la totalité du linéaire. Donc, on va vous présenter les principes, les exemples et les comparatifs avec la V0, sans rentrer dans les détails, comme on vous l'a dit depuis le début du webinaire. Donc, je laisse la parole à mes collègues. Merci, Catherine. Je vais donc prendre la main pour vous parler donc du premier objectif, l'objectif de donner de la place à la haie. On va voir comment le cahier des charges et ses évolutions répondent à cet objectif. Alors, nous avons une bonne partie des indicateurs de gestion d'emprise qui vont être concernés par cet élargissement progressif de l'emprise au sol des haies. C'est-à-dire que notre objectif, ça va être de renforcer ce cœur ligneux, cœur de vie ligneux des haies. Donc vous voyez là sur le petit schéma les différents niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, avec les deux voies que nous présentait Catherine juste avant, la voie de la gestion sylvicole et la voie de la libre évolution. Il y a donc une progression euh, de l'élargissement de l'emprise au sol des haies au fur et à mesure des niveaux. Donc on commence avec une largeur de 1 mètre pour le niveau 1, qui va grandir à 1,50 m en niveau 2. Et puis ensuite, en niveau 3 de la gestion sylvicole, il y a toujours ce cœur de vie ligneux d'1,50 m auquel il faut ajouter des deux côtés la bande enherbée, donc une des strates indispensables pour le bon état écologique et la qualité de la haie, qu'il faudra mettre donc de part et d'autre de l'axe de la haie et du cœur de vie ligneux. Ce qui fait qu'en niveau 3, donc un niveau euh, comment dire, d'excellence un petit peu dans la gestion de la haie, on a une largeur de haie de 3,50 m au total, avec notamment 1,50 m consacré au cœur de vie ligneux. En libre évolution, cette largeur est plus importante, puisque le cœur de vie ligneux est lui de 3 mètres avec de part et d'autre, donc toujours ces mêmes bandes enherbées de 1 mètre de chaque côté. Donc vous avez dans l'ensemble des indicateurs du cahier des charges, euh, enfin vous avez une bonne partie, pas l'ensemble, mais une bonne partie des indicateurs du cahier des charges qui concernent l'entretien d'emprise qui vont être limités, qui vont limiter l'apparition de techniques de gestion d'emprise qui vont être dégradantes. Donc parmi celles-là, il y a les dégradations mécaniques, hein, avec des broyeurs, par exemple, ou des charrues, euh, qui seront limitées, donc selon cet élargissement présenté à l'écran. Mais aussi tout ce qui est désherbage phytosanitaire, écobuage, brûlis. Et puis, un autre cas, c'est le cas du piétinement et de l'abrutissement par les animaux d'élevage, qu'on va prendre en exemple juste après. Donc là, vous avez la logique globale pour donner de la place à la haie au sol. On va le voir à travers, donc, comme je le disais, l'exemple sur le piétinement et l'abrutissement par les animaux. Donc on est toujours sur cet objectif, hein, donc le même objectif que vu précédemment, d'augmenter l'emprise au sol de la haie. Donc on retrouve 1 mètre en niveau 1, donc à travers l'indicateur numéroté 2, 4, 1. Donc on voit avec le petit dessin, là, l'exemple, ce que ça représente. Cette largeur, elle doit être augmentée ensuite à 1,50 m en niveau 2 à travers l'indicateur 2, 4, 2. Et puis, en niveau 3, on retrouve les 3,50 m de cœur de vie ligneux.
Puis en libre évolution, donc l'autre voie du niveau 3, ce cœur de vie ligneux est lui de, de 3 mètres. Donc avec les, les bandes enherbées, on arrive à 5 mètres ici. Tandis que là, il est de 1,50 m pour la gestion sylvicole. Avec les bandes enherbées, ça arrive à 3,50 m. Ces illustrations, hein, elles sont extraites du cahier des charges illustré, cahier des charges de la V1 qu'on vous présente actuellement. Et ça montre un petit peu l'évolution progressive de ces indicateurs au fur et à mesure des niveaux avec un élargissement de la haie au sol. Euh, Lorsque l'on euh, compare avec la version 0 du cahier des charges, donc la version actuelle qu'on met en place actuellement, et on constate qu'on a réalisé une clarification dans la rédaction des indicateurs d'entretien d'emprise, où en fait la largeur à 1 m pour le niveau 1 concerne toutes les haies et pas seulement que les haies qui viennent d'être exploitées. Euh, on a une simplification et une clarification sur cet aspect-là. Et puis, la notion, hein, comme on vient de le voir, d'emprise au sol qui est augmentée au fur et à mesure de la progression dans les niveaux. Ça, c'est une nouveauté, sachant qu'elle est aussi différenciée en fonction des deux voies, hein, gestion sylvicole et libre évolution, vous l'avez bien compris. Donc ça, ce sont aussi des évolutions, des modifications qui vont être proposées donc, dans la V1 du cahier des charges. Autre évolution notable, c'est pour ces indicateurs, nous avons un certain nombre de cas qui sont dérogatoires. Donc, on a mis en place des dérogations pour des cas spécifiques qu'on peut rencontrer dans certains territoires et qui peuvent amener les gestionnaires, donc les agriculteurs et les agricultrices, dans des situations un petit peu compliquées pour progresser. C'est notamment pour les cas suivants, les cas de clôture qui sont prises dans l'axe de la haie, les cas de haies qui sont déjà pâturées, qui sont dans lesquels donc du coup les animaux d'élevage peuvent aller librement si c'est déjà une pratique réalisée, et puis dans les haies qui sont dans les fossés et donc fossés dans lesquels il peut y avoir un entretien obligatoire ou en tout cas conseillé pour éviter l'apparition d'embâcles. Dans ces cas-là, il y a des cas dérogatoires possibles qui sont présentés ici, là, dans les deux carrés verts. Donc, vous avez pour le niveau 2 et pour le niveau 3 ce cas dérogatoire qui va être dégressif, c'est-à-dire qu'on va accepter en niveau 2, donc pour les haies et les bosquets en gestion, dans la limite de 30% du linéaire total de haies, le gestionnaire pourra déroger à l'indicateur visant à ne pas impacter le cœur de la haie, en laissant le pâturage des haies existants sous réserve. Donc il y a quand même des conditions à l'application de cette dérogation. Donc sous réserve que ces haies ne soient pas en bord de cours d'eau, puisque dans la situation des ripisylves, il y a des enjeux trop forts par rapport à la biodiversité notamment, et puis que ces haies n'aient pas été exploitées parce que sinon l'abrutissement sur les jeunes repousses serait fatal pour la capacité de la haie à se régénérer. Et puis enfin, que ça soit une pratique déjà existante. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'encourager à travers ces dérogations à ce que les troupeaux d'animaux aillent dans les haies si l'agriculteur ne le faisait pas auparavant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on parte d'une situation existante qui pose problème pour comment dire, l'accès au label au niveau 1, au niveau 2. Et donc, dans ces cas-là, on peut mettre en place un cas dérogatoire. Ça permet, par exemple, à l'agriculteur de progressivement mettre en place ces piquets de clôture pour éviter que les animaux viennent pâturer dans la haie. On sait que ça peut être des chantiers qui sont importants, voire très, très importants s'il y a l'ensemble des haies à venir clôturer. C'est pourquoi il y a une forme de dérogation qui vient à 30% au niveau 2
Et puis, cette dérogation baisse à 10% en niveau 3, c'est-à-dire qu'on va réduire et amener progressivement l'agriculteur à changer sa pratique, mais on l'accompagne et il a toujours la possibilité d'avoir 10% de son linéaire qui déroge à cet indicateur qui vient empêcher les animaux d'atteindre le cœur de vie ligneux des haies. Donc ça, ce sont donc pour les dérogations qui concernent les indicateurs 2.4.2 et 2.4.3 qu'on a vus juste avant. Voilà. Donc ces dérogations, hein, je vous rappelle les trois situations dans lesquelles on les retrouve. C'est pour les cas donc d'animaux qui pâturent, qui sont dans les haies et que c'est une pratique existante. C'est aussi le cas pour les clôtures qui sont prises dans l'axe de la haie. Et puis enfin, ça peut être, c'est également, ça la concerne également les haies qui sont installées dans les fossés. Alors, je passe maintenant à un autre sous-objectif sur notre objectif de donner de la place à la haie. On vient de voir comment donner de la place à la haie au sol, l'emprise au sol. On va voir maintenant comment donner de la place à la haie dans son volume. Donc vous avez là, on a tenté de refaire des petits schémas qui évidemment sont schématiques, mais qui sont là pour vous illustrer l'élargissement également de la haie en volume. C'est-à-dire que on retrouve en niveau 1 là le mètre de large euh, qui était appliqué au sol, on le retrouve également en hauteur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas venir faire un entretien d'emprise sur la haie à moins d'1 mètre de large, même en hauteur. Ça, c'est premier niveau. Euh, à ça, on ajoute un nouvel indicateur qui n'était pas rédigé comme ça dans la V0. C'est l'indicateur qui dit que pour les entretiens d'emprise, le diamètre des brins coupés ne doit pas dépasser 2 centimètres. C'est-à-dire que l'intervention avec des outils mécaniques ne doit se faire que sur des petits brins, de manière à ne pas pénaliser la reprise de l'arbre. Donc ces brins, on a considéré qu'il ne fallait pas qu'ils soient supérieurs à 2 centimètres de large. En niveau 2, on élargit, on garde cet indicateur de taille de brin pour l'entretien d'emprise, on élargit comme pour l'emprise au sol à 1,50 m sur toute la hauteur de la haie, mais également sur une hauteur maximum, c'est ce que vous voyez là, sur une hauteur maximum de 4,20 m. 4,20 m, c'est la hauteur pour laisser passer la cabine du tracteur. C'est ce qui avait été vu dans la V0. Donc ça, c'est pas nouveau, hein, mais je le rappelle, et puis on l'illustre ici à travers ce schéma pour vous rappeler que ça aussi vient donner à la haie de la place en volume. Et ensuite, on retrouve donc en niveau 3, donc le niveau supérieur, nos deux voies de gestion, la voie de gestion sylvicole et la voie de libre évolution, où nous avons un nouvel indicateur qui vise à ce que la haie s'élargisse également en hauteur. C'est pour ça que vous voyez un peu une forme de triangle avec la pointe en bas, là, si je puis dire, où vous avez à 2 mètres de haut une haie qui doit faire 3 mètres de large, c'est-à-dire qu'on souhaite que la haie progresse également en largeur pour respecter la physionomie de développement d'un arbre qui grandit pas comme un cube, comme on le voit sur les images un petit peu schématiques à gauche, mais qui a tendance à prendre de la place en hauteur et en largeur. Donc ce nouvel indicateur de la haie doit faire 3 mètres de large à 2 mètres de haut pour la voie de gestion sylvicole. En libre évolution, on élargit logiquement la haie, euh, non pas à 3 mètres de large à 2 mètres de hauteur, mais à 5 mètres de large, puisque si vous vous rappelez bien, on avait 3 mètres au sol. On a 3 mètres au sol en libre évolution et 5 mètres de largeur à 2 mètres de haut. Donc voilà cette évolution qui doit permettre hein, le développement de la haie en volume en fonction des voies. On voit que la voie libre évolution demande, et c'est son principe, hein, plus d'espace pour que la haie se développe. Rentrons maintenant dans le cas particulier, donc toujours dans cet objectif de donner de la place
à la haie en volume, on va rentrer dans le cas particulier des types de haies taillées au carré. Pour ces haies-là, on retrouve notre largeur. Donc vous voyez la haie taillée au carré, la schématisée à travers un petit carré. Dans le niveau 1, elle doit faire, comme pour les autres indicateurs, 1 mètre de large. Et elle ne doit pas être inférieure à 1 mètre de haut non plus. Ça, c'est le niveau 1 du cahier des charges. On rappelle à ça qu'on applique également le diamètre des brins inférieur à 2 centimètres pour les tailles d'entreprise. Euh, une nouveauté dans le niveau 1, mais qui s'applique finalement à tous les niveaux, c'est que tous les 2 ans, on va demander un effort au gestionnaire pour sortir de ce type de conduite des haies. Et donc, on va lui demander de convertir au moins 20% de son linéaire de haies taillé au carré tous les 2 ans. Vous avez sur le dessin ici en bleu, là, les schémas de possibilités de conversion. C'est-à-dire que soit vous avez à gauche un recépage, soit vous avez la possibilité de laisser passer certains objets pour avoir un type de, de haie avec des objets quand même qui s'insèrent dans les haies taillées au carré, soit vous pouvez laisser libre la haie pour que les pousses repartent des anciennes coupes. On demande donc au gestionnaire de convertir 20% de son linéaire de haies taillées au carré tous les 2 ans. Alors, en niveau 2, je reviendrai après sur ces éléments de conversion, mais en niveau 2, on va demander, comme pour les autres indicateurs, on suit la même logique, un élargissement à 1,50 m et puis une hauteur à 1,50 m également. C'est-à-dire qu'on va demander là que les outils mécaniques s'éloignent un petit peu de la haie, tant en largeur qu'en hauteur. Avec 1,50 m, on gagne en gros 50 centimètres par rapport au niveau 1. Mais dans tous les cas, en plus de ce niveau 2 et de cette nouvelle hauteur à 1,50 m, on demande une conversion de 20% qui s'applique toujours, tous les 2 ans. Globalement, on amène le gestionnaire à sortir de ce système qui n'est pas compatible avec une gestion durable. En niveau 3, on a cependant ici un nouveau cas dérogatoire. Vous l'avez déjà vu probablement, c'est que le gestionnaire, l'agriculteur, pourra déroger à ce besoin de conversion dans la limite de 10% du linéaire de haie au carré. C'est-à-dire que à la fin, une fois arrivé au niveau 3, il pourra garder 10% de son linéaire initial qui reste une haie taillée au carré. C'est-à-dire que certains tronçons, peut-être parce que historiquement, parce que dans le paysage, ça a toujours été comme ça, parce que c'est sur un endroit où c'est important que la haie ne monte pas trop, dans ce cas-là, on pourra déroger à hauteur de 10% pour cet indicateur. Donc, du coup, l'indicateur de conversion de 20% tous les 2 ans, il va s'arrêter, il peut s'arrêter jusqu'à une dérogation de 10%. Voilà. Alors, je reviens et je résume un petit peu ce que je viens de dire concernant le développement de la haie en volume. Quelles sont les différences avec la zéro? Donc, on a une nouvelle rédaction qui est spécifique pour certains indicateurs d'entretien d'emprise. Vous avez noté, j'ai insisté là-dessus, qu'on avait une cohérence des largeurs d'emprise avec la largeur au sol. C'est-à-dire que quand on avait une largeur au sol de 1 mètre, eh bien la largeur d'emprise est également de 1 mètre pour le niveau 1. En niveau 2, ça passe à 1,50 m, etc. Donc là, il y a une cohérence entre le sol et la largeur d'emprise, donc à une certaine hauteur. Nouvel indicateur, c'est ce fameux diamètre de 2 centimètres. Donc c'est à peu près, si vous avez ça dans votre poche sur le terrain, c'est à peu près le diamètre d'une pièce de 50 centimes. Ce diamètre-là, c'est le diamètre maximum sur lequel on peut venir faire un entretien d'emprise sur un brin. On considère qu'au-delà, c'est n'est pas durable parce qu'on va créer des blessures sur les végétaux qui sont trop compliquées et qui vont affaiblir finalement la capacité de l'arbre à reprendre et à garantir son bon développement. Et on a aussi donc deux nouveaux indicateurs concernant le volume de la haie à une certaine hauteur. À la hauteur de 2 mètres de haut, on va demander que la haie s'élargisse à partir de 2 mètres de haut. Donc ça, c'est nouveau dans la V1.
Et, et donc, ce qui est nouveau également, ce sont les indicateurs d'objectifs de conversion spécifiques pour les haies taillées au carré. Voilà, donc parce que je le redis, on considère que ce mode de gestion-là n'est pas un mode de gestion durable et qu'on doit accompagner les agriculteurs à en sortir pour qu'ils aillent vers des modes de gestion plus durables et, soit dit en passant, plus rentables aussi. Alors, je poursuis maintenant avec l'objectif 2, l'objectif qui concerne les notions de coupe et de prélèvement, donc plutôt pour ce euh, qui concerne les agriculteurs qui interviennent sur la coupe et la gestion et qui cherchent à faire sortir du bois de leur haie. Alors, globalement, hein, ces indicateurs, ils doivent amener notre gestionnaire, l'agriculteur, à maîtriser ses prélèvements, pas prélever trop, pas prélever trop peu non plus, on le verra. Et puis, réaliser des coupes de qualité. Donc, on verra comment on a encadré un peu ces notions de qualité de coupe à travers des tableaux qui récapitulent un peu tous les points. Alors, pour la quantité du prélèvement, combien on prélève, quelles sont les différences avec la V0? On a créé donc deux groupes d'indicateurs pour encadrer un petit peu les quantités de prélèvement, que ce soit donc pour limiter le surprélèvement, le fameux pillage dont parlait Philippe puis Catherine au début de cette présentation, euh, et puis le sous-prélèvement qui nous intéresse aussi par rapport au maintien dans la voie de gestion sylvicole. Donc pour le surprélèvement, l'idée c'est de s'appuyer sur les cycles de gestion, c'est-à-dire la capacité du terrain sur lequel vous êtes à, à- à faire grandir un arbre finalement. Donc ces cycles de gestion, ils sont propres à chaque département. Euh, donc on a là, on observe une simplification par rapport à la V0, mais simplification dans la compréhension de l'indicateur, mais on maintient un niveau d'exigence élevé en évitant toute forme de pillage. On a aussi créé donc un indicateur de sous-prélèvement. Donc pourquoi ça? C'est pas qu'on veut absolument que les exploitants prélèvent dans leur haie, c'est qu'on est attaché à ce que s'ils s'orientent et s'engagent dans la voie de la gestion sylvicole, il faut, donc c'est une voie qui assure le renouvellement de la haie par les coupes, donc qui vont créer une mise en lumière et donc qui vont favoriser un rajeunissement de la haie et donc l'apparition d'une, d'une régénération naturelle ou de nouveaux brins affranchis de souche. Pour que cette redynamisation de la haie se crée, il faut qu'il y ait un certain nombre de coupes de gestion sylvicole. Donc on ne peut pas dire que le gestionnaire s'engage dans une voie de la gestion sylvicole s'il n'intervient jamais sur ces haies, s'il ne fait jamais de mise en lumière. C'est pourquoi on a mis en place un indicateur de sous-prélèvement en dessous duquel il ne faut pas aller si on veut se maintenir en voie de gestion sylvicole. Pour être en voie de gestion sylvicole, il faut prélever un minimum d'arbres dans ces haies. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est un nouvel indicateur qui va être déterminant pour le choix de la voie au niveau 3. Alors, autre, Euh, autre indicateur, préservation des arbres d'avenir. On a un changement de niveau pour cet indicateur qui existe déjà dans la V0 et qui va être désormais en niveau 2. Donc on doit préserver les arbres d'avenir de manière à favoriser l'étalement des âges et donc la durabilité de la haie. Et puis, on a un indicateur qui est mieux rédigé, est davantage détaillé concernant le prélèvement des objets matures, donc sur les coupes d'abattage. On ne peut pas en prélever plus qu'un certain nombre, plus qu'un tiers, de manière à conserver la continuité de l'étage 4, hein, le fameux étage des arbres de Auger, et conserver cette continuité pour garantir un bon fonctionnement de l'état écologique des haies. Autre indicateur par rapport aux habitats spécifiques. Je crois qu'il y a eu une question tout à l'heure. Effectivement, il est important de conserver il n'est pas forcément indispensable de prélever tous les arbres matures de la haie. On demande d'ailleurs à préserver certains gros arbres, ceux ayant un diamètre supérieur à 70 cm.
parce que c'est des porte-graines, parce que c'est des supports à biodiversité qui sont indispensables au bon fonctionnement de la haie. On demande également à maintenir les essences rares et à croissance lente. Donc ça, c'est un indicateur qui existait déjà, mais qu'on passe en niveau 3 parce que c'est notamment difficile d'acquérir la connaissance de ces essences-là pour le gestionnaire. Et enfin, ça c'était déjà le cas, mais on le remet, maintien systématique du lierre dans les haies. Voilà. J'avance maintenant donc sur les indicateurs de niveau 3. Les indicateurs de niveau 3, pardon, qui s'appliquent à la voie de gestion sylvicole. Donc là, vous avez sur ce tableau, on résume par type de gestion, c'est la colonne de gauche, CP, tétard, auget, euh, l'ensemble des indicateurs qui encadrent les coupes. Donc plus on va vers le niveau 3, plus c'est difficile. C'est ce que je disais au début. On a ici, dans le niveau 3, cela s'applique uniquement pour les gestionnaires qui ont choisi la voie de la gestion sylvicole. Donc pour les CP, hein, le prélèvement doit se faire sur tous les brins. Pour les têtards, le prélèvement doit se faire sur tout le houppier. Euh, donc ça n'a pas changé. Le balivage, la technique du balivage, qui est une technique assez connue, assez difficile à mettre en œuvre, passe en niveau 3. Vous avez donc en, en niveau 2 pour l'élagage avec la possibilité de réaliser un élagage, mais avec un maximum de un tiers des branches prélevées. Ça, c'est très important. On a également des notions d'élagage qui sont cadrées à travers une définition propre de l'élagage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un entretien d'emprise et dire que c'est de l'élagage. Il faut que ça soit quelque chose qui favorise réellement le développement de l'arbre et qui maintient son équilibre physiologique. L'indicateur de coupe nette, il s'applique en niveau 1 pour tous les cadres, pour tous les types. Et puis, donc, la coupe au plus près du sol, euh, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire qu'on est en niveau 1 à 20 cm, en niveau 3 au plus près du sol, pour les CP. Donc, de même pour les têtards, on est en niveau 1 à 20 cm au maximum et en niveau 3 au plus près du bourrelet de recouvrement. Enfin, pour les augets, on retrouve les 20 cm dans le cadre d'une coupe d'abattage pour favoriser les repousses et les brins affranchis de souche. Cette coupe d'abattage doit être au plus près du sol en niveau 3. Et puis euh, les coupes donc d'élagage doivent se faire en niveau 3 au plus près du bourrelet de recouvrement. Donc voilà pour l'ensemble des indicateurs qui assurent la qualité de coupe et de prélèvement sur différents types de conduite des arbres et des haies. Je passe maintenant la parole à Paul pour le troisième objectif. Oui, merci Maxence. J'espère que voilà, vous accrochez bien. Donc, on voit bien toutes vos questions dans le chat. Donc, on en prend plein dans un Google Doc pour les adresser à l'oral à la fin pour éviter que vous ayez à regarder et à la présentation et le chat. Donc, pour éviter d'être déconcentré, on les prend et on répondra à la fin à des questions qui justement demandent voilà, plus de temps pour y répondre. Donc voilà, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de réponse, ne soyez pas frustrés. Donc effectivement, l'objectif 3, c'est assurer le développement de la jeune haie. Comme l'a dit Catherine en introduction, un des objectifs pour l'évolution de ce cahier des charges de gestion du label haie, c'était de pouvoir mieux prendre en compte les jeunes haies qui, elles aussi, subissent soit des pratiques dégradantes ou qui empêchent en fait un bon développement et d'atteindre l'optimum écologique attendu. Donc, c'était déjà bien pris en compte dans la V0, hein, les jeunes haies étaient déjà visés par le cahier des charges gestion. Mais là, l'objectif, c'était de vraiment préciser la rédaction des indicateurs pour mieux cibler les jeunes haies
Et puis voir, on va le présenter, mais il y a d'autres indicateurs spécifiques aux haies qui ont été plantés aussi, qui ont été ajoutés. Donc ça a été travaillé avec des territoires voilà, qui développent beaucoup la plantation de haies et ça fait plusieurs années et qui avaient envie justement de pouvoir travailler sur la prise en compte de l'après-plantation. Donc ce n'est pas un cahier des charges, Catherine l'a déjà dit, mais ce n'est pas un cahier des charges sur comment planter une haie, implanter une haie, que ce soit en régénération naturelle ou en plantation euh, manuelle. Donc c'est vraiment ce qui se passe après, toutes les conditions qu'on va pouvoir apporter pour que la haie puisse se développer à son optimum. Voilà, bah, si tu veux, Maxence. Donc, comme trame là, de présentation pour cet objectif 3, on va revoir les mêmes grands critères, les mêmes sous-objectifs que pour les haies matures. Donc, c'est bien augmenter l'emprise au sol, redonner du volume pour que la haie puisse bien se développer. C'est aussi assurer des qualités de coupe et de prélèvement qui soient bonnes. Alors pour la taille de formation spécifiquement. Et ensuite, voilà, s'il y a des indicateurs vraiment spécifiques aux haies qui ont été plantées, et comment est-ce que on peut retirer ce qui peut bloquer aussi le développement de ces haies-là qui ont été plantées. Donc pour cette partie, augmenter l'emprise au sol des jeunes haies, on va retrouver, il y a vraiment une cohérence avec les haies plus matures en termes de largeur exigée au sol, hein, la largeur d'emprise de la haie. Donc en niveau 1, on retrouve 1 mètre et en niveau 2, 1,50 m. Donc ça, c'est une emprise ligneuse où on ne viendra pas broyer ou entretenir mécaniquement la genouille. Alors bien sûr, le détourage des plants est possible dans la mesure où ils sont encore en concurrence avec la strate herbacée. À partir de voilà à partir du moment où les plants sont suffisamment développés et forts et ne sont plus en concurrence avec la strate herbacée, là l'objectif c'est d'arrêter en fait d'intervenir pour que vraiment cette haie qui a été plantée puisse aussi être mixée avec une végétation spontanée qui se développe et qui va permettre que la haie s'étoffe. Donc des plants qui vont arriver spontanément, d'arbres ou d'arbustes, par des semis naturels ou même la ronce qui va permettre de préparer la succession végétale. Donc c'est vraiment changer de regard, accepter que la haie voilà, vive aussi une forme de régénération sur elle-même à partir d'une haie qui a été plantée, qui est le prétexte pour initier une plantation. Et puis bien sûr, en niveau 3 on retrouve les mêmes largeurs. Donc 1,50 m de cœur de Viligneux et ensuite 1 mètre de part et d'autre d'ourlet enherbé. Donc ça fait en tout 3,50 m en gestion sylvicole et en libre évolution, on retrouve aussi les 5 mètres. Euh, donc c'est vraiment aussi l'idée de pouvoir, même au moment du conseil à la plantation, pouvoir utiliser aussi ce cahier des charges du label E, même si je l'ai bien dit au début, ce n'est pas un référentiel sur comment planter, mais c'est l'occasion de dire, bah voilà, ensuite vous pouvez aussi vous engager dans le label. Voilà les largeurs d'emprise au sol qui vont être attendues. Donc au moment de la plantation, vous pouvez utiliser ce cahier des charges pour conseiller sur une bonne implantation de la haie. Voilà, sur la partie emprise au sol. Et donc deuxième sous-objectif, donc c'est vraiment de permettre le développement de la haie en volume. Là, l'objectif, c'est vraiment de laisser de la place à la haie dès le début même si elle est peu développée. Donc c'est vraiment un espace sur lequel on va pas intervenir sur la végétation pour qu'il y ait vraiment une zone de non-intervention, une sorte de cube de 2 mètres par 2 mètres, donc 2 mètres d'emprise de large et 2 mètres de hauteur. C'est vraiment le socle sur lequel il ne faut pas toucher pour être sûr que la haie puisse bien ensuite se développer en hauteur. Donc là, ça veut dire du coup pas d'entretien d'emprise verticale possible sur cette jeune haie, sur au moins ce cube-là de 2 mètres par 2 mètres. Et bien sûr, on retrouve, il y a toujours une cohérence, hein, l'impossibilité du coup d'intervenir sur des brins qui font un diamètre supérieur à 2 centimètres. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir cet espace-là où la haie se développe naturellement en port libre, sans intervention d'entretien d'emprise.
Et puis, il y a également, ça c'était déjà valable pour la V0, le fait que aucune jeune haie ne peut devenir une haie taillée au carré. Donc ça, c'est aussi un élément important. On ne réduit pas le gabarit. Le but, c'est de faire évoluer toutes les haies qui sont taillées au carré vers un port libre voilà, pour gagner en fonctionnalité écosystémique. Donc là, c'est pareil, on ne part pas avec une haie qui est jeune en haie taillée au carré. Voilà, donc on retrouve le gabarit proposé. Donc ça, c'est voilà, le deuxième sous-objectif. Le troisième, donc c'est là aussi assurer une qualité de coupe au moment de la taille de formation. On est sur les jeunes haies. Alors, ce n'est pas une obligation à la taille de formation. Par contre, si elle est réalisée, il faut qu'elle soit bien réalisée. Et on conseille aussi que cette taille de formation soit réalisée surtout dans la voie de gestion sylvicole, puisque la haie aura moins de largeur qu'en libre évolution. On atteint 5 mètres, donc le gabarit est, on va dire, de la haie, la forme, la morphologie de la haie a moins d'importance. Par contre, en gestion sylvicole, effectivement, il faut la taille de formation et l'occasion de bien former la haie par rapport à l'activité qu'il y a à côté, agricole. Donc de pouvoir ne pas avoir de branches gênantes euh, grâce à une taille de formation qui est faite au bon moment. Parce que les coupes de rattrapage trop tard, avec des branches trop grosses, ça laisse des cicatrisations importantes, donc c'est à éviter. La taille de formation, elle est là pour vraiment bien sûr, conduire au maximum un arbre et se dire bah, peut-être qu'un jour je le pourrais le valoriser en bois d'œuvre, bien sûr, mais on va dire que le premier objectif, c'est déjà que ça ne soit pas gênant sur la parcelle. Donc, si on prend l'ACP, ce qui va changer par rapport à une haie mature, en spécificité hein, de rédaction d'indicateurs, ça va être la coupe au plus près du sol. Où là, on a encore des brins qui sont très jeunes, peu de réserve, donc la coupe va se faire entre 4 cm et 10 cm de hauteur. Donc pour laisser un collet suffisamment haut, pas trop non plus, pour permettre du coup d'avoir des réserves et bien repartir. Donc ça permet de densifier en fait l'ACP bah, quand elle est encore jeune. Donc c'est des coupes qui sont importantes pour permettre voilà, une refabrication aussi du système racinaire, une meilleure réimplantation de l'ACP. Pour les têtards, donc en niveau 1, donc c'est par rapport au immature, là il n'y a aucun tire-sève qui ne peut être maintenu. Donc on est dans la formation du tétard jeune, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de dérogation vis-à-vis du tire-sève à ce niveau-là. Et dans la coupe au plus près du sol, alors là, c'est pas au plus près du sol, mais ça a une certaine hauteur pour former le tétard, puisque la tête intervient à une certaine hauteur. Il ne faut pas attendre trop tard que le tronc soit d'un diamètre trop large. Donc, on l'a fixé à 20 cm maximum. Donc, la formation du tétard peut intervenir sur des arbres qui ont encore, qui ne dépassent pas un diamètre de tronc de 20 cm. Non, c'est trop tard et ça risque de complètement endommager l'arbre qu'on veut transformer en tétard. Sinon, on retrouve les mêmes indicateurs de coupe ou bourrelet de recouvrement pour le tétard au niveau de la tête. En niveau 1, jusqu'à 20 cm maximum et en niveau 3, vraiment au plus près du bourrelet. Pour les OG, alors ça c'est important, on va quand même si c'est exactement les mêmes indicateurs que pour un OG d'une mature, il faut bien le rappeler, hein, les lagages de formation, eh bien c'est on a les mêmes règles, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prélever plus de un tiers des branches de l'arbre, parce que sinon il n'arrivera pas à s'en remettre, il y aura trop de prélèvements de biomasse en même temps et du coup de capacité à faire de la photosynthèse. Mais aussi, ça c'est très important, il ne faut pas remonter trop haut les branches du houppier pour se dire je vais avoir un super tronc et puis à la fin il n'y a plus qu'un plumeau en haut. Donc là c'est vraiment l'objectif d'avoir au moins un rapport de hauteur de tronc qui ne dépasse pas un tiers maximum de la hauteur totale de l'arbre après élagage. Voilà. Ça c'est vraiment trouver un équilibre mécanique de l'arbre et donc ça, c'est dans le guide de préconisation de gestion durable D, on va vous remettre le lien dans le chat, qui est vraiment bien expliqué sur la taille de formation des arbres des jeunes arbres de Auger. On explique qu'il faut toujours commencer par le haut pour travailler la dominance apicale et pas par le bas et on remonte. Voilà. Donc c'est vraiment ça qui est traduit aussi à travers ces indicateurs.
Et bien sûr, en niveau 3, la coupe au plus près du bourrelet de recouvrement. Voilà, donc là, tout comme les haies matures, hein, les indicateurs de niveau 3 ne s'appliquent qu'en voie de gestion sylvicole. Et les derniers sous-objectifs pour cette partie de l'objectif 3, c'est de pouvoir, alors le terme, voilà, retirer les conditions de plantation initiale, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place au moment de la plantation et dont on hérite. Donc pour des haies plantées, c'est vraiment le cas des haies plantées, donc pas en régénération naturelle, hein. Et donc, bah, c'est le cas, par exemple, des bâches non dégradables, donc bâches plastiques, qui n'ont jamais été retirées. Donc là, l'objectif, ce n'est pas de retirer la bâche plastique de toute la haie, mais c'est de profiter des coupes d'individus, donc recépage, abattage, quand la haie elle est arrivée à une certaine maturité et qu'on peut faire la première coupe de régénération. Et bien là, il faut essayer d'écarter la bâche pour, alors jusqu'à 10 centimètres autour de chaque individu des souches pour permettre en fait que les rejets puissent bien se développer en pourtour de la souche. S'il y a encore la bâche, ils n'arriveront pas à ressortir, donc ça va bloquer la régénération de la haie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est l'enlèvement des gaines, non dégradables également, en plastique, qui vont gêner en fait la croissance de l'arbre. Donc là, c'est arrivé à voir aussi quand est-ce que le tronc est impacté. Dès lors que vous voyez justement que les arbres, le tronc est enserré dans la gaine, qu'il est coudé ou que l'ACP n'arrive pas à se développer, il faut retirer les gaines. C'est trop peu fait parce qu'on ne vient pas suffisamment dans le temps après pour suivre une plantation, mais c'est très important pour qu'on ait justement des arbres qui soient des arbres et des arbustes qui puissent être bien développés. Et puis après, c'est bien trop dur de les enlever une fois que la haie est très très développée. C'est très compliqué d'aller les chercher. Donc c'est vraiment au bon moment, trouver le bon moment pour les retirer. Et enfin, alors c'est plus spécifique pour des cas des territoires du sud de la France, en maraîchage ou en verger irrigué. Bien souvent, en fait, les haies qui vont entourer ces parcelles bah, bénéficient d'une irrigation qui est installée, mais en permanence. Et donc là, l'objectif de cet indicateur, c'est de pouvoir arrêter l'irrigation pour les jeunes haies de moins de 5 ans, parce que plus de 5 ans, l'enlèvement de l'irrigation risque d'être fatal. Donc on a limité à 5 ans. Et donc, par contre, on peut accepter bien sûr un arrosage ponctuel, hein, mais on arrête en fait ce système qui met les haies sous perfusion et qui monopolise aussi la ressource en eau, qui n'est pas forcément utile. Et l'objectif aussi, c'est d'arrêter de l'utiliser pour de nouvelles haies qui seront implantées dans ce contexte-là. Donc, c'est aussi une sensibilisation pour la suite. Donc voilà, ça, ce sont des indicateurs spécifiques aux haies qui ont été plantées. Donc, c'est pas forcément que pour des jeunes haies, hein. La première concerne des haies un peu plus développées qui arrivent même à maturité, mais dont on retrouve les stigmates de la plantation. Voilà pour l'objectif 3. Et l'objectif 4, donc c'est engager le linéaire. Vous allez dire, bah, c'est quelque chose qu'on aurait dû voir en premier, mais on a inversé la présentation. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet d'abord, donc engager le linéaire, c'est la chose à faire en premier. Donc c'est effectivement sur donc on a vu plusieurs questions sur qu'est-ce qu'on prend en compte, comment les bosquets sont pris en compte, etc. La question des baux, etc. Donc là, l'objectif, c'est d'engager tout le linéaire de haies dont l'agriculteur a la gestion. Et il sait qu'il a la gestion. Donc c'est un enjeu majeur, pas toujours facile à voilà, à établir. On sait que c'est une grosse étape. On l'a vu dans l'application du label E dans plein de territoires. Donc ce n'est pas une étape à minimiser. Donc c'est pour ça que on l'allège aussi. On va expliquer comment. Donc si tu peux passer la diapo, Maxence. Donc voilà, donc ce qui est maintenu par rapport aussi à la V0, hein, c'est que le gestionnaire engage tout le linéaire de haies qu'il a en gestion. Donc ça ne veut pas dire qu'il a la propriété, mais il a la jouissance, il a la responsabilité de gestion, qui peut être locataire. Euh, et puis il respecte aussi les réglementations en vigueur. Donc on dit bien les réglementations en vigueur, il y en a plusieurs. Ce n'est pas que la PAC qui est en vigueur pour la réglementation par rapport aux haies.
Donc c'est bien le maintien des bosquets et puis la période de non-intervention pendant les périodes de nidification qui peut varier en fonction des départements. Donc vous avez vu passer aussi la question des dérogations sur la période de taille. Donc c'est pour ça que l'on a bien mis en vigueur et qu'on ne fixe pas dans le cahier des charges une date précise, unique et qu'on va s'adapter aux différentes réglementations qui vont rentrer en vigueur, notamment avec la loi d'orientation agricole. Euh, Voilà pour cette première partie qui ne bouge pas. Par contre, les différences avec la V0, je pense que certains en ont entendu parler, mais voilà, il a été décidé du coup dans les évolutions du cahier des charges de repousser dans le temps la réalisation du PGDH, du plan de gestion durable des haies, à 6 ans maximum, et de se concentrer du coup sur une cartographie du linéaire de haies dont l'agriculteur a la gestion dès le niveau 1, donc c'est obligatoire pour obtenir le label. Elle peut être en papier jusqu'à 2 ans et à partir au plus tard à 2 ans, il faut qu'elle soit en numérique réalisée par un technicien agréé PGDH module 1. Donc pour rentrer dans la base de données PGDH. Donc c'est ce qui va vraiment permettre de faire toute la traçabilité, l'enregistrement ensuite des interventions. L'historisation des interventions, ça c'est demandé en coupe de gestion sylvicole. Et la mise à jour aussi de la cartographie est attendue en cas de mouvement de parcelles, donc rachat de parcellaires ou perte aussi de parcelles et donc de haies. Donc ça, c'est les grandes évolutions. Le plan de gestion durable des haies, effectivement, c'était une demande aussi puisque 2 ans, c'est court pour le réaliser. Dans la V0, c'était un délai de 2 ans. Beaucoup ont, ont bloqué à ces 2 ans parce que ça demande beaucoup de travail. Surtout quand on a des OCG, organisations collectives de gestionnaires qui sont importantes, ça demande du temps d'accompagnement et de réalisation de ces PJDH qui peuvent bloquer en fait le déploiement du label. Là, vous avez vu tous les indicateurs. Eux n'ont pas besoin en fait du PGDH pour être calculés, évalués, vérifiés. Donc le PGDH, c'est un outil en plus à mobiliser pour bien connaître son patrimoine, avoir un outil d'aide à la décision dans les travaux de gestion que l'on souhaite faire. Mais ce n'est pas un support de vérification des indicateurs. Donc, c'est pour ça que la cartographie, par contre, est très importante en niveau 1. Voilà. Et donc, pour terminer et conclure, pour garder un peu de temps pour les questions, euh, la question qui a déjà été posée aussi dans le chat, c'est quand est-ce que ce cahier des charges V1 version 1 entre en vigueur? Donc, c'est au 31 août 2025. Euh, Tous les gestionnaires qui sont déjà engagés dans le label avant le 31 août 2025 auront un délai d'appropriation qui sera suffisant pour vraiment absorber et s'approprier ce cahier des charges, ces évolutions-là. Ça ne sera pas un changement raide, mais un changement accompagné. Et donc, les délais, les modalités, tout ça seront bien précisés dans les dispositions générales qui seront associées à cette V1. Il y aura une communication spécifique sur la V1 qui sera adressée aux gestionnaires engagés et aux OCG labellisés, et des outils de communication associés pour bien prendre en main tout ça. Et vous avez déjà le cahier des charges gestion illustré qui est sur le site du label E. Donc vous pouvez déjà consulter ce nouveau cahier des charges. Le grand changement aussi, c'est qu'on l'a illustré pour mieux comprendre les indicateurs. Donc ça va vous guider aussi dans la lecture de ce cahier des charges. Euh, et un point très important qu'on a déjà dit, si tu passes la diapo d'après, pour être accompagné dans tout ça, parce que ce webinaire n'est pas suffisant, on vous l'a dit, c'était pour que vous donniez en 1 heure et demie voilà, l'architecture globale pour rentrer et mieux comprendre ce cahier des charges dans toute sa finesse et sur le terrain, parce qu'on pense que le terrain, c'est le mieux pour comprendre tout ça. On vous invite à vous rapprocher des référents régionaux label E qui sont affectés à chaque région. Donc, soit si vous êtes technicien, conseiller, pour vous former à être relais et auditeur label E, pour accompagner des gestionnaires de haies. Et donc, si vous êtes déjà auditeur label E, c'est vous mettre à niveau sur la V1, et si vous ne l'êtes pas, c'est vous former à la V1.
Donc voilà, il y a plusieurs étapes. Vous pouvez même aller jusqu'au volet 3 qui est de formation qui est d'animer une OCG label E. Donc comment faire pour monter son OCG. Et puis si vous êtes agriculteur ou agricultrice, et vous avez également une liste des auditeurs label E qui est disponible sur le site du label pour être accompagné, faire un pré-audit avant de faire intervenir l'organisme certificateur. Et si vous êtes engagé dans une OCG, bah là, ce sera votre animateur d'OCG qui sera formé à cette V1 qui pourra vous accompagner. Voilà, donc on sait que c'est c'est un changement, on l'accompagne dans la durée. Donc mais voilà, c'est pour que euh, intégrer justement bah, toutes ces évolutions et toutes, tous ces changements de pratiques adaptés à chaque territoire. Donc ça va gagner en fluidité, voilà, en capacité de déploiement. Donc c'est pas, voilà, c'est un changement qui va permettre d'aller vers le mieux. Et donc on sera encore là, nous aussi, dans l'équipe nationale pour accompagner, répondre à vos questions, appuyer les référents régionaux aussi dans tout leur travail de déploiement du label.